Monsieur de La Fontaine, votre plume, habituellement consacrée aux fables et aux contes badins, s'est aventuré dans un territoire inattendu en célébrant les vertus d'un remède venu des Amériques, le quinquina. Ce choix surprend, mais semble témoigner d'un esprit curieux et d'une capacité à saisir les préoccupations de votre siècle. Ah, madame, la poésie ne saurait se confiner aux amours ou aux fables. Elle doit savoir s'emparer de tout ce qui touche à l'homme, qu'il s'agisse de ses passions, de ses travers ou de ses souffrances. Et quelle souffrance plus universelle que la maladie. Depuis l'aube des temps, l'homme cherche des remèdes à ses maux, et lorsque l'un d'eux surgit, accompagné de promesses de guérison, il ne tarde pas à enflammer les esprits. C'est ainsi que le quinquina, cette modeste écorce venue des profondeurs du Pérou, devint le sujet de 1000 débats et controverses. Il fallut pourtant longtemps avant que l'Europe ne découvre ses vertus. Oui, madame, et c'est là un bel exemple de la défiance des hommes face à l'inconnu. Voyez-vous, cette précieuse écorce resta longtemps ignorée des Européens, bien que les Indiens en connussent les vertus. Ils la gardaient jalousement, non par égoïsme, mais par haine de leurs conquérants espagnols. Mais le destin, ce grand metteur en scène de l'histoire, voulut qu'un jour, en 1638, un Indien, touché par la bonté d'un Espagnol, décide de lui révéler ce secret ancestral. Ainsi, grâce à ce geste de gratitude, le quinquina fut utilisé pour guérir la comtesse de Saint-Chon, épouse du vice-roi du Pérou. Cette guérison fit sensation et l'écorce prit le nom de Cinchona, en hommage à cette dame qui en avait été le premier témoignage éclatant en terre européenne. Mais malgré ce succès, il semble que le quinquina n'ait pas immédiatement conquis l'Europe. Hélas non, madame. L'homme est une créature étrange, toujours avide de nouveautés, mais tout aussi prompte à s'en méfier. Lorsque le procurateur général des Jésuites d'Amérique apporta du quinquina à Rome en 1649, on crut que l'Europe tenait enfin un remède contre les fièvres les plus tenaces, mais c'était sans compter sur la jalousie des médecins. Que des religieux pussent introduire un remède sans leur aval leur parut une offense insupportable. Ils s'écrièrent que cette poudre des pères, bientôt rebaptisée poudre des Jésuites, puis poudre du cardinal de Lugo, n'était qu'un artifice, une chimère, voire un poison déguisé. Ainsi, loin d'être accueillie comme une bénédiction, l'écorce du Pérou fut reléguée aux marges de la médecine européenne. Il fallut attendre près de 30 ans avant qu'un homme ne parvienne à en imposer l'usage. Oui, madame, et cet homme fut le chevalier de Talbot. Loin de se laisser intimider par les querelles de médecins, il eut l'ingéniosité d'administrer le quinquina autrement. Plutôt que de l'imposer sous forme de décoction amère, il choisit de l'infuser dans du vin. Or, madame, qui refuserait un remède mêlé au nectar de Bacchus? Grâce à cette simple astuce, le quinquina retrouva une nouvelle jeunesse. Les guérisons se multiplièrent, et bientôt, même les plus sceptiques durent reconnaître ses bienfaits. Lorsque Colbert et plusieurs seigneurs de la cour furent eux-mêmes guéris par ce moyen, la rumeur parvint aux oreilles du roi. Louis XIV, toujours soucieux de son royaume et de sa propre santé, voulut en savoir davantage. Pour obtenir le secret de la préparation du quinquina, il offrit au chevalier de Talbot une récompense digne des plus hauts faits d'armes, 2000 louis d'or et une pension annuelle de 2000 francs. C'est alors que le quinquina, hier moqué et rejeté, devint un remède officiel, vanté jusque dans les salons de Versailles. Et c'est à ce moment précis que la duchesse de Bouillon décida d'en faire chanter les louanges par votre plume. En effet, madame, voyez-vous, si la médecine sait convaincre par l'expérience, la poésie, elle, charme et persuade avec bien plus de douceur. La duchesse, fervente partisane du quinquina, comprit qu'un poème valait mieux que 1000 discours savants. Elle me dit « Monsieur de La Fontaine, faites parler le quinquina comme vous faites parler le loup, le renard et la cigogne. Faites-en un héros digne de figurer parmi vos fables. » Que pouvais-je refuser à une dame si charmante et si persuasive? Je pris donc ma plume et composai ce quinquina, non point comme un traité médical, mais comme un hommage badin et enjoué, un récit où la science se pare des atours de la poésie. Et votre poème rencontra-t-il le succès escompté? Oh, madame, il plut aux belles dames et aux esprits curieux, ce qui, en vérité, était tout ce que j'espérais. Les médecins continuèrent de débattre, les malades de se soigner, et moi, je repris ma plume
pour d'autres aventures poétiques. Mais ce quinquennat, malgré sa légèreté apparente, témoigne d'une chose essentielle. La poésie n'est pas seulement un divertissement. Elle peut aussi s'emparer des questions du temps, qu'elles soient philosophiques, morales ou même médicales. Elle peut donner à un simple remède l'éclat d'un mythe et ainsi faire en sorte que son nom demeure dans les mémoires bien après que les querelles se soient éteintes. Une belle leçon sur le pouvoir des mots. Madame, les mots sont peut-être la seule chose qui puisse traverser le temps sans jamais perdre leur force. Monsieur de La Fontaine, après avoir consacré votre verve à la gloire du quinquennat et chanté les bienfaits de ce remède auprès des grands de votre temps, vous avez aussi fait l'éloge de Colbert, bien que celui-ci n'ait jamais été votre bienfaiteur. Madame, que voulez-vous? Le poète n'est point homme à nourrir rancune. Colbert, ce grand ordonnateur du royaume, ne m'a certes point compté parmi ceux qu'il jugeait dignes de ses gratifications. Il ne pouvait oublier que je fus l'ami de Fouquet, cet homme dont la chute fut l'une des grandes tragédies de notre siècle. Mais, madame, faut-il pour autant taire ce que l'on doit reconnaître? S'il fut enfin reçu comme un remède digne de la cour, n'est-ce pas grâce à Colbert qui, convaincu de son efficacité, permit son usage parmi les plus hauts personnages du royaume? Ainsi, quoiqu'il m'ait tenu à l'écart, je lui rendis justice dans mes vers. Et toi, que le quinquennat guérit si promptement, Colbert, je ne dois point le taire. D'autres que moi diront ton zèle et ta conduite. Monument éternel au ministre suivant, ce sujet est trop vaste, et ma muse est réduite à dire les faveurs que tu fais aux savants. Je n'avais point d'autre ambition que de louer ce qui devait l'être, fût-ce même chez un homme qui ne me témoigna point de faveur. Mais après la mort de Colbert, votre regard se porta vers une autre reconnaissance, bien plus prestigieuse. Vous voulez parler de l'Académie française. Voilà une affaire qui fut longue et semée d'embûches. Voyez-vous, en ce temps-là, l'Académie n'ouvrait point si facilement ses portes, même aux plus illustres. Lorsque Colbert s'éteignit en l'an de grâce 1683, il laissa un siège vacant au sein de cette noble compagnie. Or, à cette époque, j'avais déjà publié la plupart de mes fables et de mes contes, tandis que Boileau avait fait paraître son art poétique, son lutrin, ses satires et ses épîtres. Que l'on s'en étonne ou non, ni lui ni moi n'avions encore été admis en cette auguste assemblée. Comment expliquez-vous cela? Hélas, madame, les objections ne manquaient point. Boileau, avec ses satires, s'était attiré bien des inimitiés. Son esprit tranchant, sa critique acérée, avait offensé plus d'un grand personnage. Quant à moi, c'étaient mes contes, jugés un peu trop libres, qui m'attiraient les rigueurs des académiciens les plus austères. La morale de l'Académie est parfois plus sévère que celle du monde, et il ne suffisait point d'être poète pour y entrer. Il fallait encore paraître digne de l'honneur qu'elle dispensait. Pourtant, cette fois, vous fîtes preuve d'une ardeur inhabituelle pour défendre votre cause. L'Académie n'était point une simple vanité. C'était la consécration suprême d'un homme de lettres, le sceau de la postérité, la reconnaissance de mes pairs. J'écrivis donc aux membres influents de l'Assemblée, je sollicitais leur bienveillance et, fait rare chez moi, j'exprimais même quelques regrets sur la liberté excessive de certains de mes écrits. Je ne disconvenais point que mes contes avaient pu, par leur légèreté, heurter certaines âmes rigides. Mais pouvais-je renier ce que j'avais écrit? Non, madame. J'acceptais seulement que l'on pût y trouver à redire. Il se dit même que vous sollicitâtes Boileau lui-même pour qu'il renonce en votre faveur. J'allais jusqu'à prier mon ami Boileau de se désister en ma faveur. Mais lui, homme d'un caractère aussi droit que tranchant, ne voulait point céder. Il promit cependant de ne faire aucune démarche pour lui-même et de me laisser mener ma propre campagne. Toutefois, madame, Boileau avait des amis, et ceux-ci ne restèrent point inactifs. Ils firent tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher ma nomination. Monsieur de La Fontaine, vous avez vécu une longue quête pour obtenir une place au sein de l'Académie française, et elle ne fut pas sans embûches. Nous avons vu qu'après la mort de Colbert, un siège se libérait, et vous avez dû affronter de sérieuses difficultés pour le décrocher, notamment face à Boileau. Pouvez-vous nous parler de ce moment crucial? Ah, madame, l'entrée à l'Académie, un rêve, un honneur,
mais aussi un combat. Tout cela m'échappa presque, malgré mes efforts et mes espérances. Lorsqu'il fut question de pourvoir à ce siège vacant, je me trouvais, pour la première fois de ma vie, emporté par une ambition qui me semblait presque étrangère. Je n'étais, comme vous le savez, point du genre à briguer les honneurs, mais cette fois, l'appel de l'Académie, cette assemblée sacrée des plus grands écrivains de France, me sembla bien trop important pour le laisser passer. Boileau, comme vous le savez, avait ses partisans, et moi les miens. Il n'en fallait pas plus pour que le duel fût lancé. Après tout, nous nous respections mutuellement, mais la place, elle, ne pouvait accueillir que l'un de nous deux. Et ce premier scrutin fut-il décisif? Eh bien non, madame. Ce premier scrutin donna, à ma grande surprise, une majorité en ma faveur. J'obtins 16 voix contre 7 pour Boileau. Cependant, la décision ne fut pas aussi simple. Louis XIV, le grand roi, n'apprécia guère ce choix. Il semblait que l'Académie, dans ses arbitrages, m'eût préféré à son poète officiel. Loin de me féliciter de cette victoire partielle, le roi se contenta de répondre qu'il ferait connaître ses intentions à l'Académie plus tard. Il semble que cette indécision royale ait ajouté de la complexité à votre situation. La politique a ses subtilités, et Louis XIV, en roi sagace qu'il était, préférait ne pas se lier d'emblée à une décision qui pourrait lui nuire. Lorsqu'il se rendit en Flandre pour la campagne, il laissa la question en suspens et la décision fut ajournée. Mais voyez-vous, je n'étais pas homme à me laisser abattre. Si la cour ne répondait pas, mes muses, elles, m'encourageaient à persévérer. Je pris donc la plume et composai une ballade adressée au roi, une supplique douce et respectueuse pour lui rappeler la nécessité de ma nomination et lui demander de revoir son jugement. Cette ballade, donc, était votre moyen de convaincre le roi. Pouvez-vous nous en dire plus? Voici ce que j'écrivis, madame. Ce doux pensée depuis un mois ou deux console un peu mes muses inquiètes. Quelques esprits ont blâmé certains jeux, certains écrits qui ne sont que sornettes, si je défère aux leçons qu'ils m'ont faites. Que veut-on de plus? Soyez moins rigoureux, plus indulgent, plus favorable qu'eux, prince. En un mot, soyez ce que vous êtes. L'événement ne peut m'être qu'heureux. J'écrivais cela, certes, avec une sincérité, mais aussi avec une pointe d'humilité, cherchant à adoucir les réticences de Sa Majesté. Il s'agissait de l'inviter, non pas à céder sous la pression, mais à reconnaître mes mérites pour ce qu'ils étaient, sans porter de jugement hâtif sur mes écrits. Je savais, au fond, que la poésie que j'écrivais n'était point du goût de tous, mais elle avait, je le croyais, sa place dans l'Académie. Cela montre à quel point vous teniez à cette reconnaissance, mais aussi combien vous étiez conscient de l'importance du rôle du roi dans ce processus. En effet, madame, le roi était le garant de l'ordre et de la tradition. Si l'Académie était la fleur de la littérature française, le roi en était le jardinier. Il fallait à l'époque s'en remettre à lui, à sa sagesse et à son jugement. Cependant, ce n'est pas à vous qu'ira finalement ce siège. Non, en effet, madame. En 1684, la place de conseiller d'État étant vacante, Boileau fut élu à la place laissée par M. Rezon. Je l'ai su avec une certaine mélancolie, mais aussi avec cette philosophie qui, comme toujours, me guide dans les moments difficiles. La reconnaissance viendra, je me suis dit. Je n'étais pas, et ne suis toujours pas, homme de complaisance. Ce combat pour l'Académie, bien que je n'ai pas obtenu cette place à ce moment-là, ne fut pas un échec. Il m'a permis de mesurer, encore une fois, à quel point la gloire littéraire, bien qu'attendue, est souvent retardée par la politique des hommes. Un échec donc, mais un échec qui vous incite à poursuivre. Vous semblez bien être l'illustration de la patience et de la persévérance, deux qualités essentielles pour un poète. À quoi bon courir après l'instant? Le poète, comme le fleuve, doit savoir prendre son temps. Il n'y a pas de vérité immédiate, et encore moins de gloire instantanée. Il faut laisser le temps au temps. Mais cette élection, cette admission qui tarda à venir, m'a appris que le chemin du poète est long, mais qu'il ne faut jamais se détourner du but. Néanmoins, après tant d'attentes et d'obstacles, vous avez enfin franchi les portes de l'Académie française. Le roi, qui avait retardé votre nomination, finit par donner son accord avec une phrase célèbre. Vous pouvez recevoir incessamment La Fontaine,
Il a promis d'être sage. Comment avez-vous accueilli cette approbation? Quelle aventure que cette admission! Voyez-vous, lorsque l'Académie présenta au roi la nomination de Boileau, Sa Majesté s'en réjouit vivement, et la nouvelle fut grandement approuvée. Mais pour ce qui est de ma propre personne, il fallut une dernière parole royale teintée d'un soupçon d'ironie. Le roi, qui se souvenait de mes contes légers et de ma fidélité envers Fouquet, ne voulait point voir en moi un esprit trop libre ou indiscipliné. Aussi, en m'accordant enfin son approbation, il la fit accompagner de cette petite mise en garde. Il a promis d'être sage. J'en ris encore, madame. Moi sage. J'en fis la promesse, bien entendu, mais la sagesse est une vertu qui, chez moi, reste toujours parée d'un soupçon de légèreté. Mais enfin, le jour tant espéré arriva. Vous fûtes reçu à l'Académie le 2 mai 1684. Oui, madame, et je n'eus jamais journée plus solennelle. L'Académie, qui attendait ce moment depuis longtemps, n'hésita point à me recevoir aussitôt après l'aval du roi, sans attendre même la réception officielle de Boileau. Et selon l'usage, il me fallut, en ce grand jour, prononcer l'éloge de mon prédécesseur et, bien sûr, louer la clémence du roi. Je n'étais pas homme à flatter outre mesure, mais je reconnus volontiers la grandeur d'âme du monarque, même dans ses refus. Je dis donc, non sans un brin de malice, s'il m'est permis de descendre jusqu'à moi, un simple clin d'œil m'a renvoyé, je ne dirais pas satisfait, mais plus que comblé. Ce n'était pas là une flagornerie, mais une vérité. Après tant d'années d'attente, après tant de démarches et d'espoirs différés, être enfin admis parmi les immortels me comblait bien au-delà de mes espérances. Pourtant, on vous rappela aussitôt que cette nouvelle position vous engageait à une certaine rigueur, notamment à travers les paroles de l'abbé de la Chambre. L'abbé de la Chambre me réserva un accueil des plus cérémonieux, et ses paroles furent à la fois un éloge et un avertissement. Il loua d'abord ce qu'il voyait en moi. L'Académie reconnaît en vous, monsieur, un génie aisé, facile, plein de délicatesse et de naïveté, quelque chose d'original, et qui, dans sa simplicité apparente et sous un air négligé, renferme de grands trésors et de grande beauté. J'aurais pu m'arrêter à ces belles paroles et m'en satisfaire. Mais l'abbé poursuivit, et là, madame, il me fit une recommandation des plus sérieuses. Songez que ces mêmes paroles que vous venez de prononcer, nous les insérons sur nos registres. Plus vous avez pris de peine à les polir et à les choisir, plus elles vous condamneraient un jour si vos actions se trouvaient contraires. Voyez-vous, madame, il ne suffisait pas d'entrer à l'Académie, il fallait encore s'en montrer digne. On attendait de moi que je sois irréprochable dans mes mœurs comme dans mes écrits. On me sommait, en quelque sorte, d'être un homme nouveau, purifié de mes erreurs passées et de joindre la pureté du cœur et de l'esprit à la pureté du style et du langage. Autant dire, madame, qu'on attendait de moi une réforme que je n'étais peut-être pas prêt à entreprendre tout à fait. Vous sembliez pourtant prêt à faire amende honorable, du moins en parole, dans le discours en vers que vous adressâtes à Madame de la Sablière. Madame de la Sablière, quelle bienfaitrice, quelle âme généreuse! Il me fallait en ce jour de triomphe lui rendre l'hommage qui lui était dû, car sans elle, combien de fois aurais-je sombré dans l'oubli ou la pauvreté? Aussi, dans un dernier discours, je lui adressai ces vers où je fis non seulement son éloge, mais aussi, pour la première fois, une confession sincère de ma vie dissipée. Des solides plaisirs, je n'ai suivi que l'ombre, j'ai toujours abusé du plus cher de mes biens. Les pensées amusants, les vagues entretiens, vains enfants du loisir, délices chimériques, les romans et le jeu, sans autre passion des sages condamnés, ont pris comme à l'envi la fleur de mes années, que me servent ces vers avec soin composés. N'en attends-je autre fruit que de les voir prisés? C'est peu que leurs conseils, si je ne sais les suivre, et qu'au moins vers ma fin je commence à vivre. Ah, madame, que de regrets dans ces lignes! J'y avouais enfin ce que j'avais toujours su, sans vouloir me l'avouer à moi-même. Ma vie s'était consumée dans des plaisirs fugaces, dans l'oisiveté et dans l'oubli des choses sérieuses. J'avais prodigué mon temps à 1000 frivolités,
négligeant les vérités essentielles, et à l'heure où l'Académie me reconnaissait enfin, il me fallait admettre que je n'avais guère suivi les leçons de mes propres fables. Et pensez-vous, monsieur, qu'à partir de ce moment, vous avez commencé à vivre plus sagement? La sagesse est une étoile que l'on suit de loin sans jamais l'atteindre tout à fait. J'ai tâché, du mieux que j'ai pu, de répondre à l'honneur qui m'était fait. Mais pouvait-on me demander de me dépouiller entièrement de mon naturel? La Fontaine restera La Fontaine, madame. Mais peut-être, en cette fin de vie qui se profilait, ai-je enfin compris que les plaisirs passent, alors que les écrits demeurent. Monsieur de La Fontaine, après votre entrée à l'Académie, votre renommée ne cessa de croître, et votre nom s'associa à celui des plus grands esprits de votre temps. En particulier, la comparaison entre vous et Molière devint une évidence pour nombre de vos contemporains. Quel regard portez-vous sur cette comparaison? L'honneur est immense d'être comparé à ce grand Molière. Toutefois, il me semble que nos plumes, bien que toutes deux servantes de la vérité humaine, tracent des chemins bien distincts. Molière scrutait le monde avec une acuité presque chirurgicale, traquant dans ses comédies les travers, les hypocrisies et les illusions de la société. Il en faisait rire, certes, mais d'un rire qui, au fond, n'était point sans amertume. Il montrait les hommes tels qu'ils sont, avec leurs failles et leurs ridicules. Moi, je me suis aventuré dans un autre registre. Je n'ai pas eu pour ambition d'exposer les figures changeantes d'une époque, mais bien d'atteindre les âmes par le biais de la fable, cette humble parure de sagesse déguisée en récit plaisant. Chamfort a livré un jugement intéressant à ce sujet. Il disait que Molière peignait les ridicules de la société, tandis que vous peignez la nature humaine dans sa vérité la plus universelle. Oui, madame, et cette distinction est fort juste. Molière et moi avons observé la même scène, celle du théâtre du monde, mais nous n'en avons point extrait les mêmes leçons. Lui corrigeait les ridicules sociaux. Moi, j'ai tenté d'élever l'homme vers une réflexion morale et intemporelle. Chamfort a exprimé cela de belle manière. Molière me fait plus rire de mon voisin. La Fontaine me ramène plus à moi-même. N'est-ce pas là une fine analyse? Le spectateur d'une pièce de Molière redoute le jugement d'autrui. Le lecteur de mes fables craint davantage sa propre conscience. Après avoir ri devant un misanthrope ou un Tartuffe, on se moque du faux dévot ou du fat. Mais après avoir médité sur le loup et l'agneau ou le chêne et le roseau, on s'interroge sur notre propre place dans ce vaste univers, sur nos faiblesses et nos illusions. Ainsi, vous avez offert une correction plus intime et plus universelle? J'aime à le croire. Voyez-vous, madame, Molière montrait ce que la société réprouve. Moi, j'ai tenté d'exprimer ce que la nature condamne. L'un voulait faire de l'homme un être civilisé. Moi, j'ai voulu en faire un être raisonnable et bon. Molière cherchait à amender les comportements selon les convenances du monde. Moi, j'ai voulu toucher à ce qui ne change jamais. La vanité, l'avidité, la ruse, la flatterie. Ce sont là des traits éternels de l'humanité. Et c'est pourquoi mes fables, bien qu'ancrées dans leur époque, continuent d'avoir un écho bien après nous. En ce sens, peut-on dire que votre œuvre se situe entre la comédie et la philosophie? Voilà une belle formule, madame. Mes fables sont un carrefour entre l'esprit moqueur de la comédie et la sagesse austère de la philosophie. D'ailleurs, dans mes recueils publiés après mon admission à l'Académie, on trouvait non seulement de nouvelles fables, mais aussi quelques pièces de prose et de poésie que je partageais avec mon ami de toujours, Maucroix. Nous avions voulu, lui et moi, unir les dialogues antiques et la poésie moderne. Il traduisit Platon, Démosthène et Cicéron, et moi, je mêlais mes fables à ses travaux, espérant ainsi offrir un pont entre la sagesse des anciens et l'esprit français du grand siècle. On dit que votre distraction légendaire, elle, ne vous quitta jamais, même après votre admission parmi les immortels. Que voulez-vous? L'âge peut polir un caractère, mais il ne saurait le transformer totalement. J'ai toujours eu l'âme flottante, et mes rêveries me dérobaient souvent aux réalités les plus simples. Cette habitude, loin de s'atténuer avec le temps, s'accentua davantage lorsque ma réputation me permit d'être plus libre encore dans mes égarements. J'étais attendu partout avec bienveillance, mais, hélas, j'oubliais parfois d'y être.
Vickrel de Marville rapporte que, lors d'un dîner organisé en votre honneur, votre esprit vagabond prit le dessus de manière fort cocasse. Ah, cette anecdote, elle est bien vraie, et je ne saurais la nier sans rougir. Invité à un repas où de brillants esprits devaient se réunir, je pris place à table, mais mon esprit, lui, demeura ailleurs. Tandis que les conversations allaient bon train, moi, je me perdis dans mes pensées. Les mets défilaient sous mes yeux, les rires éclataient autour de moi, et pourtant, je ne bougeais guère. Ce ne fut que bien tard dans la soirée que je réalisai que le dîner était presque achevé, et que mon assiette, elle, était demeurée intacte. Vous étiez donc si absorbé par vos pensées que même les plaisirs de la table ne parvenaient plus à vous ramener au monde réel? L'imagination est une maîtresse exigeante. Elle m'emmenait loin des réalités les plus immédiates, et parfois, elle me privait de plaisirs fort terrestres. Mais que voulez-vous? L'esprit du fabuliste est toujours en quête de nouvelles images, de nouvelles morales, de nouvelles histoires. Et si le prix à payer pour ces rêveries était d'oublier, de temps à autre, un repas, eh bien, c'est un bien léger tribut. Une distraction légendaire, mais qui ne vous empêcha jamais de livrer au monde des œuvres d'une lucidité frappante. C'est là tout le paradoxe, madame. Si ma vie fut marquée par une douce insouciance, mon œuvre, elle, n'a jamais cessé de scruter la nature humaine avec une rigueur sans faille. C'est peut-être cela, au fond, qui donne à mes fables leur singularité. Elles naissent d'un esprit rêveur, mais s'adressent à des âmes en quête de vérité. Monsieur de La Fontaine, votre réputation était telle que l'on vous attendait toujours avec curiosité et impatience. Pourtant, il semblerait que vous n'ayez pas toujours répondu aux attentes de vos hôtes, comme le prouve une anecdote fameuse où vous vous endormîtes en plein dîner. L'esprit vagabonde, mais le corps, lui, a ses exigences. Ce jour-là, j'avais été convié par un ami à un repas où se trouvaient réunis de brillants esprits. On m'avait promis des échanges animés, des joutes verbales dignes des plus hautes académies. Et peut-être espérait-on que ma verve égayerait la table. Mais hélas, le vin était excellent, les mets délicats et l'heure propice à la somnolence. Après avoir fort bien mangé et bu avec un plaisir sincère, le sommeil me prit sans crier gare. Et voilà que je sombrais dans un paisible assoupissement d'une bonne heure. À mon réveil, je balbutiais quelques excuses, mais, faut-il l'avouer, je n'avais guère retrouvé l'entrain nécessaire pour briller en conversation. Je demeurai silencieux le reste de la soirée, au grand étonnement de mes hôtes qui, m'ayant tant attendu, se demandaient où donc était passé l'esprit de La Fontaine. Voilà qui contrastait avec votre réputation de conteur inspiré. Pourtant, si l'on vous croyait souvent distrait, vous aviez aussi des moments d'intense réflexion. On rapporte par exemple votre fascination soudaine pour le prophète Baruch. Ah, Baruch, un grand esprit, madame, un vrai génie. C'est le grand Racine lui-même qui me fit découvrir ce texte. Il m'avait conduit aux offices de ténèbres, et, voyant que la longueur des prières me portait quelque peu à l'ennui, il me tendit un volume de la Bible pour me donner de quoi méditer. Par un heureux hasard, mes yeux tombèrent sur la prière des Juifs dans le livre de Baruch. Et là, madame, quelle révélation, quelle poésie, quelle noblesse d'âme, quelle force dans ces paroles antiques. Tout transporté par cette lecture, je ne pus m'empêcher d'interpeller Racine. Quel bel esprit que ce Baruch! Mais qui était-il donc? Le lendemain et les jours suivants, je ne cessais d'interroger mes connaissances sur ce personnage. Dès que je croisais quelqu'un, après les politesses d'usage, je lançais avec enthousiasme « Avez-vous lu Baruch? Ah, c'était un grand génie !» Hélas, peu me répondaient, car ce pauvre Baruch était bien méconnu du monde lettré. Mais moi, je ne l'oubliais point. Voilà qui montre un goût certain pour la spiritualité. Pourtant, vous étiez connu pour votre insouciance et votre légèreté, notamment en matière d'affaires personnelles. Hélas, madame, que puis-je dire? Il y a des esprits faits pour le calcul et la prudence, et il y a les rêveurs comme moi qui préfèrent la poésie aux contes et les fables aux inventaires. Mon cher ami Racine, toujours soucieux de mon bien, ne cessait de m'exhorter à prendre soin de mes affaires. Cédant à ses insistances, je retournai même à Château-Thierry en 1686,
dans l'espoir d'y remettre un peu d'ordre. Mais, que voulez-vous? À peine arrivé, mes préoccupations terrestres furent vite chassées par des occupations bien plus agréables. Tenez, je me souviens qu'une jeune enfant, une fillette de 8 ans, m'envoya un petit couplet en vers. Eh bien, au lieu de m'occuper de mes affaires, je passais mes journées à lui composer une réponse poétique. J'écrivis alors à Racine. Cela a été là ma plus forte occupation depuis mon arrivée. Voyez comme je suis incorrigible. Il semblerait que cette insouciance ait exaspéré votre ami Racine. En effet, un certain Poignant, revenant de Paris, rapporta à Racine que je ne faisais que composer des vers au lieu de régler mes affaires. Il en prit ombrage et m'en fit reproche. Alors, pour me justifier, je lui écrivis ces mots. Mes affaires m'occupent autant qu'elles en sont dignes, c'est-à-dire nullement. Mais le loisir qu'elles me laissent, ce n'est pas la poésie qui l'emporte, c'est la paresse. Avouez, madame, que cela n'est pas sans quelque esprit. Pourtant, malgré votre insouciance, vous n'oubliez jamais d'honorer ceux qui vous étaient chers, en particulier Madame de la Sablière. Madame de la Sablière, quelle femme admirable! Je lui devais tant que je n'aurais osé lui envoyer un écrit avant qu'elle ne l'ait vu la première. Dans ma lettre à Racine, je précisais d'ailleurs « Je vous envoie quelques pièces de vers, mais ne les montrez à personne car Madame de la Sablière ne les a pas encore vues. » Cette précaution, ce souci de lui plaire en premier, était ma façon de lui témoigner ma reconnaissance. Elle fut pour moi une amie, une protectrice, une confidente. Lorsque le monde m'oubliait ou me jugeait trop rêveur, elle, toujours, me soutenait et m'accueillait. Ainsi, malgré votre détachement des choses matérielles, vous aviez en vous une grande fidélité et une profonde sensibilité? Il n'y a point d'opposition entre la légèreté et la fidélité, entre l'insouciance et l'attachement. Oui, j'ai vécu au jour le jour, laissant souvent les affaires se régler d'elles-mêmes. Mais en ce qui concerne les êtres chers, ceux qui m'avaient offert leur amitié ou leur protection, jamais je ne me montrais ingrat. J'étais distrait en tout, sauf en affection. Peut-être est-ce là ce qui fait que l'on vous aime encore aujourd'hui. Vous étiez un rêveur, mais un rêveur sincère. Si c'est ainsi que l'on se souvient de moi, alors mon nom ne périra point. Car, voyez-vous, les biens de ce monde sont éphémères, les titres et les charges passent, mais une fable bien contée, une parole bienveillante, une amitié fidèle, voilà des choses qui traversent le temps. Et peut-être, au fond, est-ce cela que j'ai cherché toute ma vie? Non pas amasser des richesses, mais laisser un souvenir impérissable. Monsieur de La Fontaine, il semble que votre bonhomie et votre simplicité aient conquis jusqu'à vos confrères de l'Académie, au point qu'ils souhaitèrent, en un geste de pure bienveillance, vous épargner les rigueurs d'un règlement strict. Cela me touche encore, malgré les années. Il était en effet d'usage, dans notre auguste assemblée, de signer la liste de présence avant que le secrétaire n'y apposât une barre pour la clore. Ceux qui arrivaient après cette formalité ne pouvaient prétendre au jeton de présence, et nul n'avait jamais enfreint cette règle. Or, un jour, voilà que je me présente un instant trop tard. Sitôt m'ayant vu entrer, mes confrères, sachant bien que je n'étais point riche et vivant sans faste, s'émurent et plaidèrent en ma faveur. Il faut faire une exception pour notre chère La Fontaine. Mais, madame, j'étais peut-être rêveur, étourdi, insouciant de bien des choses, mais point injuste. Aussi refusai-je catégoriquement leur indulgence, répondant avec fermeté « Non, messieurs, cela ne serait pas juste. Je suis arrivé trop tard, c'est ma faute. » Ainsi fus-je privé de mon jeton de présence, mais je conservai ma dignité et, je l'espère, leur estime. Votre probité vous honore, mais il semble que cette période ait aussi été marquée par des querelles littéraires, notamment avec Furetière. Hélas, madame, toutes les plumes ne sont pas trempées dans l'encre de l'amitié. Le sieur Furetière, homme de lettres au tempérament aussi acerbe que son érudition était grande, eut l'ambition de publier un dictionnaire de la langue française, ce qui, vous le comprenez, n'était point une mince affaire. Or, cette entreprise empiétait sur un projet similaire que l'Académie préparait de longue date. Il s'ensuivit un procès des plus virulents où plusieurs académiciens
dont moi-même, prirent la défense des droits de notre compagnie. Mais Furetière, dans un esprit vindicatif, ne se contenta point de répondre par des arguments. Il usa de libelles injurieux, où il s'efforça de me discréditer, allant même jusqu'à me railler sur mes fables et mes contes jugés trop légers. Il est dit qu'il vous prêta une anecdote peu flatteuse, attribuée en réalité au comte de Brancas. Ah, ce trait ridicule, où l'on accuse un homme d'être allé faire visite à un défunt qu'il avait lui-même vu enterrer peu de jours auparavant. Ce bon Furetière, trouvant sans doute que mon nom servait mieux le comique de la situation, prétendit que j'en avais été l'acteur. Mais j'eus ma revanche, madame. Outré d'une telle bassesse, je ripostai en vers par une épigramme dont l'esprit mordant ne laissa point indifférents ceux qui la lurent. L'affaire fit grand bruit, au point que madame de Sévigné elle-même prit votre défense. Oui, et je lui en fus fort reconnaissant. Madame de Sévigné, dont l'esprit était aussi vif que sa plume, s'indigna de ses attaques et écrivit à qui voulait l'entendre que Furetière s'abaissait lui-même en cherchant à me noircir. Elle qualifia ses écrits de vilaine facture, de noire satire, et affirma que seuls des esprits durs et farouches pouvaient ne point admirer mes fables. Ainsi, madame, l'on voit que si j'étais un rêveur peu soucieux des querelles du monde, je n'étais pas dénué d'alliés fidèles, ni même de répondants lorsque l'injustice me frappait. Vous sembliez jusqu'alors mener une vie insouciante, mais les années n'épargnèrent point votre santé. Hélas, madame, la robuste constitution que Dame Nature m'avait accordée finit par fléchir. J'avais longtemps joui d'une santé florissante, mais vers la fin de l'année 1692, la maladie me frappa avec une sévérité qui laissa craindre pour mes jours. Tout Paris en fut ému. Moi qui avais tant chanté la vie, qui avais peint les travers des hommes avec légèreté, voilà que l'heure du sérieux m'était venue. Les médecins se succédèrent à mon chevet, les prières furent dites en mon nom. Mais je compris alors que, plus qu'un remède pour le corps, il me fallait un apaisement pour l'âme. Était-ce une prise de conscience, un retour vers la foi? Peut-être, madame, peut-être. Tout au long de ma vie, j'avais savouré les plaisirs du monde, goûté aux joies de l'esprit sans toujours me soucier de celles de l'âme. Mais alors que mon souffle se faisait court, que les forces m'abandonnaient, je sentis en moi un désir de sérénité. Je me rapprochais des saintes écritures. Je cherchais dans la prière ce que j'avais longtemps ignoré. Certains dirent que ce fut un repentir tardif. Moi, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour chercher la lumière. Monsieur de La Fontaine, après votre grave maladie, vous avez retrouvé la santé. Mais hélas, vous avez perdu l'une des personnes qui vous était le plus chère, Madame de la Sablière. Hélas, madame, vous touchez là une plaie encore vive. Madame de la Sablière n'était point seulement une bienfaitrice, elle était une amie, une âme généreuse qui pendant 13 années m'avait offert un toit et une affection sans faille. Sa maison était devenue mienne, son amitié un refuge, sa bienveillance une douce habitude. Mais lorsque la maladie me terrassa et que je crus toucher au terme de mon existence, elle, de son côté, s'en allait aussi vers un autre monde, non point accablée de souffrances du corps, mais consumée par l'élévation de son âme. Depuis longtemps déjà, Madame de la Sablière s'était retirée du tumulte du siècle, délaissant les vanités du monde pour se consacrer aux œuvres de charité. Elle vécut ses derniers jours dans la piété la plus pure et rendit son dernier soupir, le 8 janvier 1693, parmi les pauvres et les déshérités qu'elle avait tant secourus. Quand je revins enfin à moi, je me trouvais orphelin d'une amitié qui avait fait le charme et la consolation de mon existence. Et ce fut là un double deuil. Non seulement je perdais l'âme la plus noble que j'eusse connue, mais encore le toit sous lequel j'avais vécu tant d'années. Vous trouviez-vous alors sans demeure? Pour la première fois depuis longtemps, je me vis errant, ne sachant où poser ma tête. Mais c'est alors que le destin, dans sa bonté, plaça sur mon chemin un autre ami fidèle, Monsieur d'Hervart. Alors que j'errais, encore meurtri par la disparition de Madame de la Sablière, il me croisa et, sans attendre que je ne formule la moindre demande, me dit avec une chaleur non feinte « Mon cher La Fontaine, je vous cherchais pour vous prier de venir loger chez moi. » À ces mots, je ne pus qu'esquisser un sourire empreint de reconnaissance et répondre d'un ton simple mais sincère « J'y allais. »
Et voyez-vous, madame, jamais la confiance en l'amitié ne fut exprimée d'une manière plus douce et plus touchante. Monsieur d'Hervart vous ouvrit donc les portes de son hôtel particulier? Oui, et avec une générosité qui n'avait d'égal que la noblesse de son âme. Je fus installé dans son hôtel de la rue Plâtrière, et non seulement il me fit l'honneur de m'accueillir, mais son épouse, madame d'Hervart, me prodigua les mêmes attentions affectueuses que jadis madame de la Sablière. Si vous saviez, madame, combien elle fut prévenante à mon égard. Parfois, la vie se fait douce par de petites choses, de ces délicatesses silencieuses qui ne réclament ni reconnaissance, ni éclat. Je m'étais toujours fort peu soucié de mon apparence, porté davantage vers mes rêveries que vers l'état de ma mise. Et pourtant, sans que je ne m'en aperçoive, madame d'Hervart prenait soin, en secret, de renouveler mes habits. Un jour, un de mes amis me fit compliment sur un vêtement que je portais. Imaginez ma surprise, car je n'avais point remarqué que je revêtais un habit neuf. Voilà bien la preuve, madame, que la distraction me gouvernait tout entier. Vous étiez à ce point absorbé par vos pensées? Oh, madame, mon esprit errait toujours en des contrées lointaines, bien éloignées des réalités matérielles. Je vivais parmi les fables et les vers, au point d'oublier parfois jusqu'au monde qui m'entourait. Mais voyez combien l'amitié, quand elle est sincère, veille sur ceux qu'elle chérit. Madame d'Hervart, sans bruit, remplaçait mes vieux vêtements par des neufs, et je n'y voyais que du feu. Ah, quelle bonté, quelle sollicitude exquise! Vous aviez alors retrouvé une certaine sérénité, mais votre renommée continuait à grandir. En effet, et je n'en fus jamais plus touché que lorsque, le 3 juin 1693, lors de la réception de la Bruyère à l'Académie française, il me fit un éloge des plus flatteurs. Il dit de moi ces mots qui me touchèrent jusqu'au fond de l'âme. Plus égal que Marot et plus poète que Voiture, La Fontaine a le jeu, le tour et la naïveté de tous les deux. Il instruit en badinant, persuade aux hommes la vertu par l'organe des bêtes, élève les petits sujets jusqu'au sublime. Homme unique dans son genre d'écrire, toujours original, soit qu'il invente, soit qu'il traduise, il a été au-delà de ses modèles, modèle lui-même difficile à imiter. Madame, imaginez mon émoi en entendant pareilles paroles. Toute ma vie, j'avais écrit, compté, versifié, sans jamais chercher ni la gloire, ni les honneurs. Que me fallait-il de plus que cette reconnaissance des miens? Vous aviez conquis l'estime de vos contemporains, et pourtant, certains historiens ont prétendu que vous aviez été méconnu de votre vivant. Méconnu, moi? Non, madame, jamais je ne pourrais dire cela. Certes, je fus parfois l'objet de railleries, moqué pour mes distractions, jugé pour la légèreté de mes premiers écrits. Mais n'ai-je pas connu l'amitié de Molière, de Racine, de Boileau? N'ai-je pas été entouré de protecteurs fidèles, de bienfaitrices généreuses, d'admirateurs sincères? Que me fallait-il de plus, madame, pour être heureux? L'on peut bien dire ce que l'on veut, mais à mon crépuscule, je regarde derrière moi et je vois une vie emplie d'amitié, de poésie et de générosité. Voilà mon vrai trésor. Monsieur de La Fontaine, bien que votre santé ait décliné, vous avez trouvé en vous la force de composer un dernier recueil de fables, celui qui forme aujourd'hui le 12e et dernier livre de votre œuvre. Que ne ferait-on pas pour les muses? Il est vrai que la fatigue du corps pesait sur mon esprit, et que les ans avaient émoussé la vivacité de mon imagination. Mais l'amour des lettres, ce feu intérieur qui ne s'éteint jamais tout à fait, m'animait encore. Ce dernier livre de mes fables, publié en 1694, fut, je l'ose dire, un testament littéraire, un adieu délicat à cet art que j'avais tant chéri. Mon cœur et ma plume n'avaient plus la même ardeur qu'au temps de ma jeunesse, et je le confessais sans détour dans la dédicace adressée au duc de Bourgogne. L'envie de vous plaire me tiendra lieu d'imagination que les ans ont affaibli. Mais quel plaisir de voir que, malgré mon âge et ma lassitude, mes fables rencontraient encore l'engouement du public. À peine mon recueil était-il paru qu'il fut réimprimé 2 fois dans la même année. Une preuve, madame, que la fable, avec ses airs légers et badins, sait se faire une place dans tous les esprits. Vous avez dédié cette dernière œuvre au jeune duc de Bourgogne, tout comme vous aviez dédié vos premiers livres de fables au dauphin. Oui,
Et cela ne fut point par hasard. Le jeune prince, élevé sous l'œil attentif du duc de Beauvilliers et de Fénelon, manifestait déjà une intelligence précoce et une grande inclination pour l'étude. Il se montrait friand des apologues, et même, ce qui me remplit d'admiration, il s'amusait à en composer lui-même en prose. Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre qu'à l'âge de 8 ans, ce jeune prince avait imaginé l'histoire qui devint plus tard ma fable du loup et du renard. J'en fis mention dans mes vers, non sans une pointe d'étonnement. Un prince en fable est mis la chose, pendant que sous mes cheveux blancs, je fabrique à force de temps des vers moins sensés que sa prose. Voyez-vous, madame, la jeunesse a souvent plus de vivacité que l'expérience, et ce prince promettait, à n'en point douter, de devenir un grand esprit. Dans la dédicace de ce recueil, vous évoquez Louis XIV, ses conquêtes, ses victoires et cette paix que l'Europe attendait tant. Il eût été inconvenant de ne pas rendre hommage à celui qui régnait sur tant de peuples. J'écrivis en effet que Sa Majesté imposait les conditions de la paix avec toute la modération que pouvaient souhaiter nos ennemis. Car, madame, la guerre est une affaire de roi, mais la paix est celle des peuples. Toutefois, je demeurais fidèle à moi-même. Mes fables n'étaient point un éloge creux du pouvoir. Elles demeuraient ce qu'elles avaient toujours été, une peinture des travers humains, une invitation à la sagesse et à la réflexion. Ce 12e livre de fables fut donc votre ultime contribution aux lettres françaises. En y mettant un point final, ressentiez-vous le poids de l'adieu? Il n'est jamais facile de dire adieu à ce qui fut l'ouvrage d'une vie, mais je savais, en mon fort intérieur, que mon temps s'achevait. Mon esprit se fatiguait, ma plume ralentissait, et la maladie me rappelait à chaque instant la fragilité de l'existence. Je laissais donc mes fables voguer sans moi sur l'océan du temps, confiante qu'elles trouveraient, au fil des siècles, des âmes prêtes à les écouter. Ainsi, madame, s'acheva mon labeur. Les bêtes prirent leur envol, les renards, les corbeaux, les lions et les rats continuèrent leur dialogue avec l'humanité. Et moi, las mais apaisé, je me préparais à tirer ma révérence, en laissant derrière moi ce que j'avais de plus cher, la simplicité d'une morale universelle et la douce musique des vers. Votre dernier recueil de fables, un ouvrage qui semble être à la fois le testament de votre art et une ultime réflexion sur la condition humaine. Ressentiez-vous déjà la fin approcher? L'homme de lettres, comme le chêne de ma fable, sent bien quand l'orage de la vie commence à plier ses branches. Les ans pesaient sur moi, mon esprit n'avait plus la vivacité d'antan, et pourtant, les muses me tenaient encore sous leur doux joug. Dans la première fable de ce dernier livre, Les Compagnons d'Ulysse, j'exprimais en vers ce que j'avais déjà confié en prose dans ma dédicace. Je vous offre du peu que ma muse a trouvé. Les ans et les travaux me serviront d'excuse. Mon esprit diminue. Ainsi je voulais prévenir mes lecteurs. Je n'étais plus le même homme que celui qui avait jadis compté le corbeau et le renard, ou le loup et l'agneau. Mais voyez-vous, madame, l'inspiration est une amie capricieuse. Elle s'éloigne quand on la cherche et revient au moment où l'on s'y attend le moins. Pourtant, vos dernières fables ne montrent en rien un affaiblissement de votre talent. Vous êtes bien aimable de le dire, et je veux croire que l'art que j'avais tant chéri ne m'abandonna point tout à fait. J'achevai mon recueil avec le juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire, une fable qui me tenait particulièrement à cœur, car elle renferme une leçon précieuse pour les puissants de ce monde. Apprendre à se connaître est le premier des soins qu'impose à tout mortel la majesté suprême. Magistrats, princes et ministres, vous que doivent troubler 1000 accidents sinistres, que le malheur abat, que le bonheur corrompt, vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne. N'était-ce pas là une belle manière de conclure mon œuvre? Un dernier avertissement? Une ultime invitation à la sagesse? C'est en effet un adieu empreint de gravité. Et pourtant, vos fables ont toujours su allier la légèreté du conte à la profondeur de la réflexion. J'ai toujours voulu que mes vers pénètrent le cœur sans le blesser, qu'ils amusent l'enfant pour en faire un homme, et l'homme pour en faire un sage. Et je crois que c'est là ce qui fit ma singularité parmi mes contemporains. Je n'ai point fait la morale à la manière des doctes et des austères, mais j'ai su, par la douceur et la ruse,
inculquer le bon sens à ceux qui voulaient bien m'écouter. Boileau, mon ami, mais aussi mon rival en esprit critique, disait de moi « Il a donné des grâces à la raison et de la gaieté au bon sens. Et ma foi, si tel est mon legs, je m'en contente volontiers. » Après la publication de ce dernier recueil, vous sembliez tourner vers d'autres horizons. On rapporte que vous souhaitiez mettre en vers les hymnes de l'Église. La vieillesse a ceci de bon qu'elle nous rend plus sages, ou du moins plus soucieux de l'au-delà. Depuis ma maladie, j'avais retrouvé des pensées plus pieuses. Peut-être était-ce la peur de la fin, peut-être une vraie illumination. Qui saurait le dire? Toujours est-il que je m'étais mis en tête de composer des vers religieux, d'adapter les hymnes de l'Église à mon style. J'écrivis à mon vieil ami Maucroix en 1694 « J'espère que nous attraperons tous deux les 80 ans et que j'aurai le temps d'achever mes hymnes. Je mourrais d'ennui si je ne composais plus. Donne-moi des avis sur le dies irae, dies illa, que je t'ai envoyé. J'ai encore un grand dessein où tu pourras m'aider. » Voyez-vous, même au seuil de la tombe, je ne pouvais concevoir une vie sans la poésie. Et pourtant, ces hymnes ne furent jamais achevés. Hélas, madame, mon corps était plus faible que ma volonté. Le temps me manqua, comme il manque à tant de pauvres âmes qui rêvent d'achever un dernier ouvrage avant que la nuit éternelle ne les emporte. Mais qu'importe, mes fables sont là, elles vivent, elles parlent encore, et si elles trouvent une oreille attentive dans les siècles à venir, alors je n'aurai point vécu en vain. Monsieur de La Fontaine, votre dernière lettre à votre ami de Maucroix, datée du 10 février 1695, est bouleversante. Vous y exprimez une lucidité poignante sur votre état et sur l'imminence de votre fin. Aviez-vous depuis longtemps cette inquiétude de paraître devant Dieu? Les hommes ne songent guère à l'éternité lorsqu'ils sont pris dans le tourbillon du siècle, dans les plaisirs et les vanités de la vie. Mais lorsque le corps faiblit, lorsque chaque pas devient plus lourd que le précédent, alors, oui, l'âme se retourne sur elle-même et mesure ce qu'elle a été et ce qu'elle redoute d'affronter. Je fus insouciant, j'aimais les douceurs du monde, les amitiés enjouées, la poésie badine. Mais soudain, me voilà frappé d'une vérité implacable. Ô mon cher, mourir n'est rien, mais songes-tu que je vais paraître devant Dieu? Tu sais comme j'ai vécu. Avouez, madame, qu'il est tard pour philosopher lorsque la faux de la mort est déjà levée. Votre ami de Maucroix, qui vécut jusqu'à 90 ans, vous répondit avec tendresse et piété. Espériez-vous encore une guérison, ou sentiez-vous que la partie était jouée? Hélas, madame, j'étais sans illusion. Depuis des mois, je ne sortais presque plus. Je me traînais à l'académie, pensant y trouver un dernier souffle d'esprit et d'amitié, mais je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Le jour où j'écrivis à de Maucroix, j'eus cette faiblesse soudaine, en pleine rue, une sensation étrange, comme si l'âme déjà se détachait du corps. Je crus un instant que tout s'achevait là, au détour d'un pavé, et pourtant, non, la mort fut plus patiente encore. J'aurais aimé voir mon vieil ami, partager encore quelques jours de conversation et de souvenirs avec lui, loin de Paris, dans la tranquillité de ses terres. Mais je savais bien que cela ne serait pas. De Maucroix vous suppliait de lui écrire. Et si cela vous était impossible, il demandait à Racine de le faire à votre place. Était-il auprès de vous dans ces derniers instants? Racine? Oui, il était là, fidèle ami jusqu'au bout. Il me visita souvent. Il fut, avec madame d'Herwarth, l'un des derniers visages aimés que je vis avant de quitter ce monde. Madame d'Herwarth, cette bienfaitrice si bonne, veillait sur moi comme une seconde madame de la Sablière. Je lui dois une fin douce, autant qu'elle pouvait l'être, à celui qui s'apprêtait à comparaître devant l'éternité. Vous qui aviez tant célébré la nature humaine, ses travers et ses beautés, que pensiez-vous de votre propre existence en cet ultime moment? Ah, madame, que dire? Ai-je vécu en homme sage? Point. Ai-je vécu en homme heureux? Peut-être. Mes fables, je l'espère, laisseront une trace, non pas comme un enseignement austère, mais comme un sourire discret offert à ceux qui viendront après moi. Je ne fus ni saint, ni philosophe,
mais j'eus l'art d'amuser et de faire réfléchir. C'est déjà quelque chose, non? Et si vous pouviez laisser une ultime leçon à ceux qui vous liront encore dans les siècles à venir, quelle serait-elle? Tant de mes fables pourraient répondre à cette question. Mais peut-être celle-ci qui me vint à l'esprit en ces derniers jours. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. La vie est rude, elle est faite d'épreuves et de joies fugaces, mais on y tient, jusqu'au bout. Et moi, sur mon lit de douleur, je compris enfin que l'essentiel n'était pas d'avoir vécu en suivant les vents du plaisir ou de la fortune, mais d'avoir laissé quelque chose derrière soi. Si mes fables peuvent encore toucher un enfant, éveiller une pensée chez un vieillard, ou simplement provoquer un sourire chez un passant, alors, oui, je pourrais partir en paix. Alors, madame, je serai toujours vivant.